Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous fais l'intro rapidement d'une vidéo que j'ai tournée avec Yoka, une longue vidéo qui va être d'ailleurs découpée en plusieurs parties, où en fait on discute d'un travail sur lequel je l'ai mis, à savoir Jail. Jail, c'est quoi? C'est en gros une zone de continent qui s'est arrachée d'un continent et que j'ai dit à Yoka, parce qu'il me demandait un endroit s'il pouvait aider à la création du lore parce qu'il avait plein d'idées en rapport justement avec l'univers que je développe. Il m'a demandé est-ce qu'il y a un endroit que tu peux me passer, dont tu peux me filer la création. Je lui ai dit je te passe cet endroit-là. Donc du coup il a commencé à travailler dessus il y a quelques mois et on va faire des points réguliers sur son avancée dans cet endroit, sur ce qu'il a créé, etc. En fait pour s'en servir de fil rouge pour plus généralement aborder des conseils de création d'univers. Le but étant tout simplement de voir des petites méthodes ou de voir à quoi il faut penser techniquement quand on se met à créer un univers, quand on se met à créer même simplement une zone d'un univers. Le fait est que moi, en fait, l'univers d'Andaria, je le crée depuis plusieurs années, et donc du coup, des pièges dans lesquels il va tomber, bien, je suis tombé dedans il y a quelques années, et donc du coup, je suis en mesure de lui dire, ça, il faut faire attention quand même. Et par là même, donc du coup, je vais vous donner quelques conseils indirectement. Après, bien évidemment, comme toujours, sachez que c'est à adapter à ce que vous faites, c'est-à-dire que ce n'est pas je dis qu'il faut y faire attention, ou alors je dis qu'il ne faut pas le faire. C'est pas que vous n'avez pas le droit de le faire ou que votre monde va être nul si vous ne le faites pas. Non, c'est juste que ce qu'il faut, c'est que vous justifiez toujours de manière logique vos choix, en fait. À partir du moment où ils ne contreviennent pas aux règles de votre univers et toutes ces choses-là dont on va parler justement dans la vidéo juste après, c'est bon en fait. Et sans plus attendre, je vais vous laisser donc du coup avec moi et Yoka qui discutons de cela. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt. Bonjour YouTube, je suis actuellement avec Yoka, voilà, vous avez pu voir sa cam juste au-dessus de moi. Oui. Voilà. Bon, en gros, aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qu'on avait déjà fait, en fait, mais que mistakes were made, c'est-à-dire que la vidéo en question a été record sans le son. Voilà, c'est malencontreux, voilà, dû à une erreur de ma part, voilà, comme ça il va être trop content pendant 1 heure, il va pouvoir se foutre de ma gueule. J'ai rien dit encore, j'ai encore rien dit. Tu n'as encore rien dit, mais tu t'apprêtes à le faire, à un moment tu vas le faire, donc je préfère me prémunir de ceci en attaquant directement, vois-tu. Et toujours est-il que, en gros, Jail, donc c'est une zone que je lui ai laissé un peu libre cours sur la création, dans le sens que j'ai un droit de regard sur ce qu'il y a dessus, j'ai le droit de dire à n'importe quel moment ça non, stop, j'en veux pas. Mais dans l'ensemble, je lui laisse quand même faire ce qu'il veut du moment qu'il respecte les règles de l'univers en tant que tel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça tient place quand même dans l'univers où il y a... Bah, de toute façon, il y a Andaria juste à côté. Hein, voilà, enfin, il y a ce continent-là juste à côté. Du moment qu'il respecte en fait ces règles-là, qu'il ne contrevient pas à d'autres trucs qui sont établis par d'autres points de vue là, et que, voilà, enfin, après, au-delà de ça, il est libre. Voilà. Le but était en fait de lui donner une petite zone. Pour d'une part qu'il me laisse un peu tranquille. Non, je plaisante. Pour que d'une part... Pour que d'une part, en fait, il ait un petit terrain qui soit indépendant du reste, sur lequel il puisse, entre guillemets, expérimenter, dans le sens, c'est pas des expériences, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, que ce soit quelque chose de suffisamment fermé pour que ça n'ait pas d'impact trop nombreux et multiples sur d'autres zones. Dans le sens que, par exemple, quand vous faites un continent, si vous dites à une autre personne que vous de bosser sur une partie de ce continent, mettons une sorte de pays qui se trouverait un petit peu à l'est du continent, bah, les pays limitrophes vont être influencés par les décisions politiques, économiques, sociales de ce pays. Donc si la personne que vous chargez de taffer sur cette zone fait absolument nawak, qu'il crée une explosion d'énergie qui déséquilibre complètement la structure même de la Terre ou quoi, bah, y a un moment ça va avoir des répercussions sur ce qu'il y a à côté.
Tandis que là, étant donné que Jail, en fait, justement, comme vous pouvez déjà le lire parce que vous avez déjà accès au document qui est ici, voilà, bah, c'est une île qui est supportée dans le vortex. Le vortex, il est pas tout proche des côtes et en plus, bah, c'est au milieu de la flotte, quoi. Donc, les interactions avec l'extérieur sont limitées, que ce soit en termes de peuples qui viennent ou qui sortent, et les interactions autres, dans le sens purement physique du terme, sont aussi très peu nombreuses. Donc voilà, c'était un petit peu un endroit de choix pour lui laisser libre cours à sa créativité. Et le but étant aussi derrière... Ouais, désolé, je fais une intro de 3/4 d'heure et ensuite tu pourras parler pendant environ 2 minutes, puis ce sera la fin de la VOD. Voilà. Le but aussi étant que, vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup rajouter énormément de choses au lore de cet univers. Mais il y a un moment... je ne vais pas pouvoir en fait l'étendre à l'infini. Et c'est pour ça, quand vous regardez dans la plupart des projets, parfois de JDR, mais aussi que ce soit d'univers de jeux vidéo, d'univers de romans, etc. Bien, des fois, il y a plusieurs auteurs ou plusieurs scénaristes qui travaillent ensemble, justement, parce qu'une seule personne a ses limites, en fait. Et parce que, en soi, si jamais j'avais un temps infini, bah oui, j'aurais pu créer Jail, oui, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Mais, d'une part, il n'y aurait pas eu cet autre regard sur la création, entre guillemets, que Yoka, que n'importe quelle autre personne que j'apporterais aurait. Mais, il n'y aurait que ma manière de faire. Vous pouvez la juger bien, vous pouvez la juger mal, là n'est pas la question, en fait. Mais... c'est que je me perds dans mes explications, et ça c'est incroyable. Mais je pense que vous avez compris l'idée globale. L'idée c'est qu'il n'y ait pas un seul regard sur la chose, mais qu'il y en ait plusieurs, et que je ne peux pas me consacrer à chaque point individuel de la map. Soit je travaille par grande zone et je dis globalement ce qu'il y a dedans, soit je me concentre sur quelques zones, mais dans ce cas-là je ne pourrais pas toutes les faire parce que physiquement je n'ai pas le temps pour le faire. Voilà. Yes. Il a raison, écoutez-le. Voilà. Et de toute manière, vous aurez peut-être pu le remarquer aussi sur la chaîne de manière plus globale, c'est que de temps en temps, je lui laisse prendre la parole justement sur des sujets de JDR, de création, parce que c'est aussi un autre avis. On n'a pas forcément le même avis sur pas mal de choses. On a des avis qui se rejoignent quand même relativement. On n'a pas exactement les mêmes avis et justement ça a ce côté intéressant que on est que du coup quand on discute l'un l'autre on a une autre idée qui nous vient et sur la chose et donc du coup on va réfléchir à ce qu'on a fait quoi. Toujours est-il que donc cette vidéo, je vous ai dit, on l'avait commencé, on en avait fait une première version où on avait proposé en fait une vue globale de ce qu'était Jail au moment où on l'a faite. Entre deux, il a retravaillé dessus du coup, parce que cette vidéo, on l'avait fait au mois de mai. Et surtout, voilà, il s'est passé des choses, il a mûri son point de vue sur certaines choses, pour d'autres, il l'a gardé. Et il a commencé notamment à travailler sur une timeline, ces petites choses-là. Qui vont être intéressantes à discuter, étant donné que cette vidéo-là va faire partie d'une série. Une série de vidéos de retour sur expérience. Que ça va être un work in progress, donc on va faire plusieurs points successifs sur l'état d'avancement de Jail. Le but n'est pas de dire « Oh là là, tu n'as pas avancé cette fois-ci » ou « Oh là là, tu as fait tellement de choses », mais bien de comprendre les mécaniques de création qu'il y a derrière et aussi de confronter des points épineux du lore, entre guillemets. Voilà, j'ai fait l'introduction la plus longue qu'on ait pu jamais avoir dans une vidéo YouTube. À toi de blablater parce que je commence à avoir la gorge sèche. À la base, Jail, c'est la partie du continent annexe à Andaria. Enfin, continent annexe à Andaria, c'est plutôt l'île secondaire d'Andaria. Donc Serral, qui est... Ça se dit comme ça, hein, Serral ? Ouais. C'est ça. Qui du coup est une île située à l'extrême est d'Andaria, au-delà de la mer, une île qui a une taille quand même très respectable, hein. C'est un mini-continent si on peut dire. C'est même un bon continent en soi.
à ce stade. Bah après, comparativement à Andaria, à l'île principale, c'est quand même Ouais, comparativement à Exynos, c'est peut-être un Oui, quart, un Exynos, pardon. cinquième d'Exynos, quoi. Oui, voilà, bon, oui, ça donne à peu près ça comme échelle. Donc voilà, Jail à la base, c'est une ancienne presqu'île de ce continent-là. Donc pour ceux qui ne voient pas une presqu'île, vous imaginez un bout de terre entouré d'océan. C'est une presqu'île volcanique. Alors, qui dit volcanisme vient de l'action d'Oblitera, etc. Donc je vais pas. Est-ce que je me permets d'expliquer, d'épiloguer ou je fais C'est résumer comme rapide tu le sens. Pour faire résumer rapide, cette partie de continent a été créée du coup lors de la formation du continent, etc. Elle s'est retrouvée séparée du continent par l'action de Nakronoros. Donc les deux créatures de l'éther, Oblitera et Nakronoros. La presqu'île a dérivé, attirée par le vortex, qui est l'une des bouches principales de Nakronoros. C'est pas la bouche principale d'ailleurs, Nakronoros. Attirée par ce vortex, l'île a dérivé jusque-là et a fini par tomber dedans. Une éthéréenne est intervenue pour essayer de sauver cette île et a déployé toute sa puissance pour la maintenir en lévitation en plein milieu du vortex. Donc vous imaginez un maelstrom de type, vous voyez le truc dans les gros tourbillons de la mer, là, comme dans Pirates des Caraïbes, version XXL de ouf, avec des énormes dents dedans et un trou, genre une bouche au fond. Le tout qui fait plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, un truc comme ça, 100, 200, 300, un truc, 300 il me semble. Ouais, c'est ça. La taille. 300 km de diamètre, donc mettons qu'on peut mettre la Bretagne dedans, quoi. Et qui a une île, genre un gros caillou énorme qui flottille au milieu de ça, le caillou faisant 100 yels de long en kilomètres, je sais plus combien ça fait. Non, c'était une centaine de kilomètres, c'est ça. Voilà, donc en gros, imaginez, donc là je vous ai sorti un magnifique ballon pour vous figurer cela. Voilà, en gros, ça ce serait le bord de l'eau que vous avez comme ça ici. Vous avez la surface de l'océan qui se trouverait ici, donc vous auriez votre île qui se trouverait là-dedans. En fait. Voilà. Donc, comme il dit, parce que je ne vois pas sa cam, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il est en train de montrer. Et oui. Mais voilà, mais oui. Du coup, cette île qui flotte, elle présente des caractéristiques qui sont particulières, étant donné que elle est plus sur un même système physique géographique que le reste du continent d'Aexynos ou de Serral. C'est-à-dire que étant plongée dans un tourbillon d'eau en plein milieu d'un océan, c'est une île qui est mathématiquement plus fraîche, moins éclairée par le soleil et qui se retrouve dans un taux d'humidité assez extrême, balayé par les vents marins, donc des conditions de vie qui sont pas super. Et les peuples qui sont dessus, parce que oui, il y a des peuples, se sont retrouvés arrachés à leur continent de base et ont dû du coup reconstruire une culture avec tout un environnement complètement changé qui lui-même s'est adapté à cette nouvelle situation. Donc les peuples se sont adaptés, la végétation, la faune s'est adaptée et plusieurs événements viennent du coup troubler et fixer un peu l'histoire de cette île. Parce que justement, là, je vais en parler un petit peu, étant donné que de toute façon, au moment où sort cette vidéo, a déjà été rendu public le G-Doc du lore, en fait. Parce qu'il y aura déjà eu la vidéo sur le G-Doc du lore en tant que tel, qui sera sortie. Donc du coup, je vais me permettre de faire des petites avancées sur le show, sur la création, sur ce que j'ai réfléchi, par exemple. Si vous êtes assez familier des théories de l'évolution, Darwin, etc., sachez que là, je ne suis pas exactement sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qui est plantes, animaux, que je considère fonctionner comme tel, donc toujours fonctionner comme étant sur un système darwinien, c'est-à-dire sélection naturelle qui détermine ce qui va survivre, qui détermine ce qui va rester. Mais il y a une autre part qui est influencée notamment très fortement par les éthériens, les essences, et qui donc du coup, elle, s'adapte. Et donc justement, quand il parle de s'adapter, je pense que c'est un peu plus à ça qu'il fait référence. Parce que une adaptation aussi rapide, c'est pas faisable en fait. Tout se serait retrouvé décimé en fait si jamais c'était juste de la sélection naturelle. Tandis que par adaptation, justement, ça permet de prendre des raccourcis évolutifs. Pas forcément pour le meilleur des fois.
On notera le petit cas des Eldranar qui sont en train qui ont bien pris dans la tronche juste à cause de ça, par exemple. Mais je te laisse repartir à ton discours. Donc, après, vous avez le G-Doc sous les yeux dans la vidéo, etc. Donc, en même temps, il y a une petite lecture qui peut être faite. Je ne vais pas en refaire une lecture, ce serait complètement idiot. Mais je vais me permettre de préciser les choses. Déjà, j'ai créé une timeline qui recouvre une partie de l'existence de Jail et qui se raccroche à la timeline générale de la planète entière. Donc, et surtout du continent, en tout cas, Exnos et Serral. Cette timeline, je vais vous la décrire après. Pour l'instant, je vais juste revenir sur la formation de Jail, parce que la formation de Jail, en réfléchissant un peu à comment est venue, comment cette presqu'île est apparue et quelles étaient ses caractéristiques, j'ai dû réfléchir à déjà comment on construit, comment on crée une terre. Quand on n'est pas Dieu, la question peut peut-être nous paraître un peu idiote et inutile, mais disons que ça c'était un peu God Game, quoi. Fallait que j'arrive à, entre guillemets, créer un endroit qui n'existe strictement pas à la base. Bon, voilà. En reprenant les règles établies dans le monde d'Andaria. Donc, pour ce faire, je me suis basé sur les Éthériens, leurs actions sur la formation des terres, des continents, des océans. Du coup, l'île s'est créée par l'action d'Oblitera. Donc un volcan, Oblitera qui par son action essaye de prendre de l'énergie Anachronoros en corrompant l'océan pour le rendre sous forme de terre. Donc en gros corrompre l'énergie de Anachronoros pour en faire sa propre énergie. Jusque là je dis pas de conneries normalement. Ouais, la création du coup de ce volcan, ça a donné lieu à une bande de terre, de même chose que les îles qu'on a sur notre planète à nous. Un volcan sort de terre, il produit de la matière, ça finit par sortir de l'océan, puis ça s'expand, on a une belle île, c'est magnifique, c'est incroyable. Voilà, grosso merdo, c'est à peu près le même système, sauf que nous sur Terre c'est du volcanisme et c'est de la roche qui s'en refroidit. Là c'est Oblitera qui vient transformer l'énergie de Nachronoros en la sienne, et du coup, comme c'est une partie de lui, c'est de la Terre. Juste une petite précision, les volcans sont plus une manifestation des blessures en réalité d'Oblitera que la trace d'une corruption. En réalité, la matière en elle-même est une corruption d'une autre forme de matière ou d'une autre forme d'énergie, mais le volcan est la résultante plus d'une blessure, d'une plaie ouverte ou alors d'une douleur qui a été causée à un autre endroit. Donc, ce terrain, ça a formé une île qui s'est recollée au continent qui était proche. Ensuite, alors, c'est un truc qui n'est pas forcément écrit dans le G-Doc normalement, je vérifie. Mais normalement, c'est ça. En fait, pour se venger un peu autour du cas, pour reprendre ce terrain qu'Oblitera lui a pris, Nachronoros a joué avec les courants, avec sa propre énergie, pour venir gratter petit à petit, donc système d'érosion, gratter passivement Jail. Sauf que comme c'est une presqu'île, c'est beaucoup plus avancé dans l'océan et donc beaucoup plus soumis aux courants marins et aux forces, justement, là où Nachronoros a plus de puissance, parce que tu viens directement sur son terrain si tu mets le pied dans la mer. Donc, il y a eu une série de courants qui sont venus désolidariser l'île du reste du continent et du reste du corps en fait d'Oblitera. Donc c'est venu couper en fait on va dire si on reprend l'idée de la plaie, enlever la croûte de la plaie qui est en dessous, la décoller de la peau, tout simplement. Puis en une dernière action, une grosse lame de fond si on peut dire, venir casser le dernier lien pour que cette croûte s'enlève complètement, se dégage du continent, se dégage du sol et de fond marin et devienne du coup un bout de caillou flottant. Voilà, c'est important à aborder parce que cette action va derrière avoir des conséquences sur ce qui était l'île et pourquoi l'Éthérienne est venue sauver cette île. Parce qu'à la base, donc l'Éthérienne qui s'occupe, entre guillemets, qui est venue sauver Jail de la chute, Lifalina, si je dis pas de conneries, ouais, si je ne Dame me des trompe courants. pas sur la Dame des courants, si je ne me trompe pas sur la prononciation. C'était bon.
donc elle contrôle les courants, les courants marins, hein, si je dis pas de conneries là encore. Elle justement, avec cette action de Nakronoros sur Jail, ça lui a fait un peu un terrain de jeu. Vous imaginez une île géante, un caillou géant qui se fait transpercer de part en part par des courants marins, parce que l'érosion, pour réussir à séparer le fond de l'île de son plateau, du plateau océanique, il a fallu quand même beaucoup de force, beaucoup de courants, de très grosse force. Et donc pour les terraines qui gèrent un peu les courants et qui du coup elle est incarnée plus ou moins par les courants marins, c'est un peu un parc de jeu quoi. Le truc c'est un gros caillou dans lequel il y a plein de trous et qui sont en train de se former et de s'agrandir petit à petit au fur et à mesure de l'action de la créature de l'éther. Donc pour elle c'est juste un terrain de jeu. Elle pouvait venir nager dans les trous, creuser sous l'île, etc. Jusqu'à ce qu'en fait l'île se désolidarise, juste parce qu'en passant, elle emporte une partie du sol avec elle, quoi. Donc, elle avait un peu une affection pour cette île qui était plutôt marrante. C'était marrant de passer entre les trous, de venir tourner autour et petit à petit de la gratter. Sauf que Lifalina est une éthéréenne, c'est donc une enfant des créatures de l'éther, et elle a participé également à l'endormissement de ces créatures. En voyant Jail se désolidariser, elle a compris que si un caillou d'une telle envergure finissait par rentrer directement dans la gueule de Nakronoros, il y avait possiblement moyen que ça lui fasse l'effet d'une pichenette assez grosse pour le réveiller. Parce qu'évidemment, à l'échelle d'une créature de l'éther, un caillou qui lui tombe dans une des bouches, bon, c'est comme si nous on prenait un gravier, quoi. C'est pas spécialement le plus violent. Mais les créatures de l'éther étant endormies et leur sommeil étant peut-être un peu fragile encore à ce moment-là de la création, il fallait éviter que ce caillou ne tombe directement dans la gueule de Nakronoros et possiblement le réveille. Donc, oui, t'allais dire ? Ouais, que le sommeil en gros était pas du tout léger, mais qu'il était léger par endroits. Donc, parce que je t'avais un petit peu raconté, mais les créatures de l'éther en gros fonctionnent par zone de conscience. C'est-à-dire que c'est des systèmes de conscience tellement ramifiés que toute la conscience, même si elle est éveillée en même temps, ne fonctionnera pas entre elles. Et du coup, ça fait qu'il y a différentes zones qui peuvent être éveillées tout en ayant des zones qui sont endormies. Ça aurait été suffisant pour réveiller cette zone-là, possiblement, et donc du coup réactiver beaucoup plus le vortex, qui était dans un état assez peu éveillé, pourtant, malgré le fait qu'il ait quand même son action. Et du coup, ça aurait pu drastiquement changer la météo, le climat, et potentiellement l'état des côtes aussi environnantes, donc des répercussions très grosses pour Andaria en entier. C'est clairement venir enlever quasiment le bouchon du fond d'une baignoire, quoi. Ah oui, c'est l'idée. Ça se résume un peu à ça. Donc on vient complètement modifier la puissance des courants. Et puis si le vortex s'active à fond, il aspire tout ce qui est de proche et point barre, tu perds les continents, quoi. Donc possiblement c'était un peu fouteur de merde. C'est vrai que j'avais pas précisé l'histoire des éveils assez locaux, parce que c'est vrai que si on aborde ça après, ça peut vite perdre dans l'idée. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais oui, c'est bien vu de le préciser. Donc ce continent s'est retrouvé attiré par le vortex, parce qu'évidemment un peu un effet de gros bateau, quoi. Et à la base, l'action de Nakronoros, c'était justement de venir désolidariser ça et le consumer pour en faire sa propre énergie. Sauf que du coup, il fallait surtout pas que ça tombe. Et là, Lifalina est intervenue. Alors, je vais partir sur la timeline directement, histoire de... Alors, on peut faire un petit accrochage. Vous voyez, il y a quelques dates dans les écrits, etc., qui viennent parler directement de l'action de l'éthéréenne. Ces dates, donc, c'est les mêmes que sur la timeline que j'ai commencé à écrire. Il a fallu 1 an à peu près depuis le moment où l'île s'est décrochée du continent jusqu'au moment où elle est arrivée au vortex. Et du coup, le moment où elle s'est retrouvée suspendue dans le vide. Donc,
pour visualiser, vous imaginez un bateau gigantesque, hein, une île bateau flottante, ce que vous voulez, donc un énorme caillou qui se dirige là-dedans, qui commence à tomber, et au moment de la chute, l'Ethereal Nifalina est venue se sacrifier, elle est venue se poser sur l'île, prendre forme plus ou moins physique, étant donné qu'elle s'est cristallisée dans l'île. Donc vous imaginez un peu les ramifications d'un arbre, des racines d'un arbre qui viennent s'enfoncer dans le sol de l'île, se cristalliser, et elle a déployé toute son énergie pour créer un portail autour de ce caillou, autour de ce continent. Ce portail fonctionne de manière suivante. Il est ouvert sur la poche d'énergie de l'Éthéréenne, donc en gros c'est son énergie qui transfuse à travers ce portail, et son corps cristallisé à l'intérieur de l'île sert de catalyseur. Donc l'énergie est reçue par le corps physique, qui étant cristallisé est immobile, mais maintient l'île. Et tant qu'il a de l'énergie, le corps peut maintenir l'île en lévitation et rester plus ou moins stable au milieu du vortex. À partir du moment où le portail se retrouve fermé, plus d'énergie, l'Éthéréenne se retrouve coupée avec son plan énergétique, et donc là c'est la chute. Et à partir du moment où l'Éthéréenne également n'est plus cristallisée, ben pareil, c'est la chute. Tu coupes les cristaux, tu lui coupes son... c'est comme si tu prenais un arbre, tu soulèves t'enlèves une plante ou un arbre, quoi que ce soit, les racines vont continuer de faire tenir des petits morceaux de terre. La terre va pas partir en morceaux, ça va laisser un petit bloc de terre. Et ben là c'est pareil, c'est le même principe. Donc si évidemment on coupe les racines, la terre tombe et tout s'écroule. Nous allons faire le premier point création, le premier point d'arrêt, justement, parce que ça, je lui en avais fait plusieurs dans la première vidéo qu'on avait enregistrée sur le sujet, où en gros, je lui avais dit, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose à laquelle tu n'as pas forcément pensé. Et en fait, quand c'est comme ça, je ne lui demandais pas spécialement de me répondre sur le champ, tout comme là, je ne vais pas lui demander de le faire, mais c'est juste que c'est pour vous montrer à quel point c'est nécessaire, en fait, quand vous créez quelque chose, d'en parler avec quelqu'un. Parce que même s'il est étranger à votre monde, bon là, pour le coup, c'est pas le cas, hein, parce qu'on est tous les deux, du coup, à travailler dans le même univers, on en discute beaucoup à l'extérieur, mais même si vous parlez à une personne qui n'est pas du tout dans votre univers, que vous lui expliquez un concept et qui vous dit, ok, là, il y a quelque chose, ça va pas comparé à ce que tu viens de me dire tout à l'heure, juste avant. Dans ce cas-là, c'est que soit votre explication n'était pas claire, ce qui se peut, soit qu'il y a un problème de création et qu'il faut le corriger pour la suite. Et justement, les erreurs sont formatrices. Et là, ce que j'ai très bien entendu, c'est que l'île était comme un bateau. Or, on est sur un système de gravité qui est assez proche du système de gravité terrestre. Comment est-ce qu'une île devient un bateau? Comment est-ce qu'elle flotte? Parce que c'est le mot que tu as utilisé, je l'ai noté. Oh, je me sens tellement agressé. Très bonne question. Voilà, c'est pour ça. Là, je pointe juste le truc pour que tu t'en souviennes et que plus tard tu le résolves. Et justement, ça va être dans... je vais ouvrir un magnifique pense-bête sur le côté où je vais le noter, comme ça on te le demandera à la prochaine vidéo. Voilà. Mais ça fait partie de ces choses qu'il faut vous poser en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des limites physiques à votre monde, que vous vous dites, ok, donc là j'utilise un système de gravité, il se définit comme ça, je fais des rotations de planètes, je fais ceci, je fais cela. À chaque fois que vous faites un déplacement de quelque chose, que vous vous dites, ok, je vais faire telle action au niveau de mon continent et tout, la question qu'il faut vous poser c'est, ouais, mais est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec une des règles que j'ai dites précédemment? Là, c'est un exemple très simple, dans le sens que vous prenez un bloc de roche immense, parce que c'est quand même toute une presqu'île, et vous la déplacez. Donc, techniquement, non, ça ne peut pas flotter. Ça peut glisser sous l'action de courant qui tracte l'île. À la rigueur, si jamais vous avez une couche, genre typiquement d'une roche assez proche de talc ou de quelque chose comme ça, qui permet de faire office de couche savon pour se faire glisser la chose. Si on imagine que la gueule de Necronoros c'est un vortex d'une puissance quasi infinie qui attire des gros blocs vers... Mais autrement, non, il faut une autre force.
Hmm. Voilà. Et sachez que je dis ça, je lui fais la remarque, mais je sais très bien que moi, des choses comme ça qui vont en contradiction avec le lore, il y en a. Il y en a forcément. Parce qu'on ne fait pas attention à tout et c'est normal. Là, je lui aurais pas dit, il se serait probablement posé la question, soit pas, soit dans très longtemps. Et c'est normal, parce que bah, même quand on en avait parlé la première fois, après, t'avais peut-être pas utilisé le mot flotte, certes, mais ça m'avait pas plus perturbé que ça. Oui, c'est sûr. Et puis après, dans l'idée, étant donné que c'est censé, c'est censé être un bloc de roche venu d'un autre continent, etc. J'avais assimilé l'idée que ça pouvait venir jusqu'au vortex sans trop de soucis, parce que sinon il n'y a pas de raison que ça arrive en plein milieu du vortex de base. Donc il n'y a pas de raison que l'île existe si elle y est pas. Mais Et donc du coup, j'avais assimilé l'idée que l'île pouvait se décrocher de son continent et venir jusqu'ici sans trop de soucis. Maintenant, c'est vrai que c'est à détailler, c'est à expliquer. Alors après, des idées, il y en a, hein, c'est pas le souci. Et puis, en reconnectant les éléments, c'est vrai que l'idée que le vortex a assez de puissance pour l'attirer concentre la puissance. L'idée que les courants également sont là pour pousser l'île, ça c'est toujours un moyen. Après, faire intervenir des forces extérieures, pourquoi pas. Mais dans l'idée, étant donné qu'il ne faut pas non plus que ça touche trop au lore général, c'est vrai que c'est une question à réfléchir. Et je te laisse continuer ta présentation si tu le souhaites. Donc, maintenant que je me suis pris mon premier tacle, ça fait toujours du bien, ça, on adore les tacles. L'avantage, c'est que au moins je suis pris d'assaut sur un point que j'avais vraiment, pour le coup, pas anticipé du tout. Hein, parce que à la base, je m'étais dit, vas-y, il va me prendre d'assaut sur l'idée que l'île tient par magie parce qu'il y a un corps cristallisé à l'intérieur. Bon, on va prier pour que ce soit pas ça. On en avait discuté déjà de ça. Donc ça, normalement, plus ou moins, c'était réglé. Oui. Et il me semble que la réponse n'était pas tout à fait trop stupide. Et je crois encore que ça va. Après, Et je crois qu'on l'a noté quelque part. Et je crois que je sais plus où. Je suis en train de cliquer partout en même temps, mec. Je suis en train de le rechercher en mode... Attends, où est-ce que j'ai foutu ça, moi? Est-ce que j'ai une note sur Jail sur PC? Non, mais en plus, j'en ai même pas sur mon dossier. Mon dossier, il est sur l'autre. Bon. NP, ça tient. On va faire intervenir le... C'est de la magie. Et voilà. Donc, présentation. J'en étais où? L'île se sépare, traversée, machin, plouf, elle tombe et tout qu'elle se retrouve suspendue en l'air. Voilà. Donc, par où commencer? On va déjà peut-être commencer par un cadre plus général en termes de climat, temporalité, etc. Oui. Peut-être. Ouais. Ok. Je prends juste mes notes parce que elles sont situées à un autre bout de ce truc. La marque pas. Bonjour. Alors. Donc. On va essayer d'être précis et de pas trop se faire tacler. Le continent. Lande de terre, une centaine de yels de long, une quarantaine de yels de large. Donc beaucoup plus long que large. Typiquement la Corse. Je vois pas plus approchant. Même si la Corse est pas beaucoup plus longue que large en théorie, mais plutôt rond. Enfin bref. La Corse en version très long. L'île est penchée, elle est en suspension mais elle est penchée avec un dénivelé qui est assez important, ça paraît pas, mais 2,5 yels, c'est-à-dire qu'il y a un dénivelé qui est plus haut que le Mont Blanc, qui est quasiment l'Everest en termes de pente. Bon, c'est pas pentu comme l'Everest, mais du point le plus haut au point le plus bas, il y a en différentiel l'Everest. Fat, bien fat. Donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est que déjà au niveau des courants, par exemple la pluie qui s'écroule, qui vient sur l'île, ça ne peut que couler dans une seule direction. Tout va vers le bas. Donc en portant les roches, les sédiments, tout ce que vous voulez, tout va vers le bas. Pareil, il y a un différentiel de température, léger, mais il y en a un, entre la partie la plus haute et la partie la plus basse. Étant donné que
Un bol, voilà. Plus haut, donc plus vers la surface, plus bas, donc plus vers le profondeur, plus caché par les murs de flotte qui entourent le vortex. Donc voilà, évidemment, un peu plus frais. Également plus humide. Oui. Ces deux zones sont très très différenciées de par déjà l'action du portail, parce que le portail est en plein milieu. Vous imaginez, pareil, on a notre caillou, il me faudrait un truc pour... Non, pas ça, ça c'est ridicule. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait servir de... Bouteille. En plein milieu, il y a un portail. Là. Ça ne se voit pas spécialement parce que c'est un portail, donc c'est pas un énorme bloc de roche physique tangible. Non, non. Un portail, c'est un portail type magique. On peut passer à travers, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais c'est juste une espèce de voile légèrement éthéré, un peu... Alors, je sens la connerie qui va... Je sens le tacle venir. Un voile légèrement éthéré qui diffuse de l'énergie. Est-ce que je me prends un tacle ou pas? Non, j'écoute attentivement. Parce que j'ai entendu la moindre réaction me fait flipper, c'est horrible. Donc, gros portail autour. L'île étant ensevelie, en profondeur, sous les profondeurs du niveau de la mer en tant que tel, hein, c'est légèrement en dessous, elle a un ensoleillement qui est moindre. La période d'ensoleillement, si dans les parties normales du monde, il me semble que ça varie pas trop, c'est entre 10-12 heures. Ouais, c'est ça, globalement. À peu près ça. Là, non. On est beaucoup plus bas, on est à 6-8 heures. Grand maximum. Sachant que elle est encadrée, cette période, par 2 temps, qui sont des temps très spécifiques à Jail, que j'ai appelés comme les illuminations. C'est-à-dire que quand le soleil se lève et commence à arriver les premiers rayons du soleil commencent à arriver au niveau de Jail, déjà ils doivent traverser l'océan. Parce que le lever de soleil se fait au-dessus de la limite supérieure du continent. Donc en fait, le continent est là, la surface aquatique est là, les rayons de soleil sont là. Ils viennent traverser l'océan. En traversant l'océan et en traversant du coup cette zone très 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 humide, il se produit un phénomène de diffraction de la lumière qui fait que il y a une lumière très 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 colorée à la manière d'un arc-en-ciel qui serait projeté directement sur Jail. Cette période dure entre une demi-heure, 1 heure le matin, une demi-heure, 1 heure le soir. Ça correspond au lever et au coucher du soleil. Alors même si le soleil a disparu de la vue des gens, il y a une période d'illumination très très colorée qui apparaît pendant ce temps-là, avec au début donc des couleurs très très vives et qui petit à petit vont s'estomper, devenir complètement sombres et jusqu'à une nuit. Cette période est très importante parce qu'il y a des organismes qui s'en sont servis comme point de repère et avec pas mal d'organismes qui ont développé une sorte de mécanisme photorécepteur pour pouvoir absorber cette lumière, la relancer. Et c'est des périodes aussi où des créatures qui normalement seraient plutôt d'un teint plutôt terne, plutôt gris, vont s'illuminer grâce à des cellules adaptées à la photoréception et au fait de renvoyer de la lumière. Donc voilà, c'est la période d'illumination. Après, pendant que le soleil est au zénith, suit sa période normale, ça change pas vraiment. Les rayons du soleil sont pas spécialement plus gênés par l'océan que ça. Le soleil est au-dessus, donc c'est pas un souci. À la seule différence que, évidemment, l'île étant dans un endroit très venteux et plus bas, elle est moins chauffée. Donc il n'y a pas forcément de température très élevée en journée. Et également pas forcément de température très très basse la nuit. Parce qu'il y a également une légère protection de par la situation de l'île qui fait que la température ne descend pas dans les minimums, étant donné qu'il y a toujours des courants et des projections humides autour. Donc ça maintient un climat frais et humide, c'est sûr, mais un climat plutôt cohérent. Qui se modifie pas des masses. Vous pouvez le constater vous-même quand vous allez soit en vacances sur une île, soit que vous vivez sur le bord d'une côte, même en France par exemple. La Bretagne. C'est relativement tamponné en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de grandes variations d'amplitude de température entre la nuit et la journée et entre les périodes les plus chaudes et les plus froides. L'exemple que je reprends souvent pour illustrer ça, c'est celui des îles Shetland. Les îles Shetland, j'y suis allé en été, j'y suis allé en hiver, et
En hiver, les températures ne descendent jamais en dessous de 0 degré, tout simplement parce que vous avez autour l'océan et que l'océan ne gèle pas. Voilà, c'est difficile de faire geler de l'océan. C'est une immense masse d'eau, c'est très dur. C'est pas des latitudes où on arrive à faire geler l'océan, donc ça ne descend jamais en dessous de 0 parce qu'il y a cet océan qui vient réchauffer de toute manière en hiver. Et en été, bah, ça monte difficilement au-dessus de 12-13, quoi. Donc, quand vous réfléchissez, vous avez une amplitude de 12-13 degrés, quoi. Alors qu'à l'inverse, par exemple, vous allez au centre du Sahara. Au centre du Sahara, en été, etc., vous pouvez atteindre les 50 degrés de jour. Parfois même plus. Voilà, non mais on peut atteindre beaucoup plus, mais 50 degrés, c'est la moyenne haute. C'est énorme. Voilà. Et la nuit, on a des négatifs dans le Sahara. Oui. Voilà, donc ça veut Gros dire négatif. plus de 50 degrés d'amplitude, bien plus que ça, peut-être même 60-70 degrés d'amplitude. C'est les zones avec les plus d'amplitude du monde. Mais vous pouvez constater que le Sahara, il est en plein milieu d'un continent. Voilà, il est exposé au soleil la journée, la nuit, il n'y a pas de soleil, mais il n'y a aucun tamponnement par l'eau. Et du coup, c'est ce qui fait que vous avez de très faibles variations de température dans le cas d'une chose qui soit proche de l'eau. Et là, c'est encore pire parce que c'est quasiment comme si c'était englobé par l'eau. Dans le sens qu'à 3/4, c'est englobé par l'eau. Donc du coup, nécessairement, vous avez un climat qui est extrêmement tamponné, qui est extrêmement similaire de jour en jour et de phase en phase, et qui est extrêmement humide, logique. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu les zones qui ont les plus grosses amplitudes, vous voyez par exemple la vallée de la mort, qui normalement est la zone, si je dis pas de conneries, je crois que c'est la zone avec le désert de Gobi où il y a le plus d'amplitude. Entre les températures hautes et les températures basses. Il me semble que dans le désert de Gobi, on peut atteindre les moins 25, moins 30. Je crois que c'est moins 25, moins 30, parce que c'est un désert de steppe. C'est un désert près entre Mongolie, Chine et Russie. Et il n'y a pas forcément de neige, etc. Mais c'est des grands déserts de steppe où il n'y a rien. Ouais, donc, au niveau du Kazakhstan. Il n'y a rien qui pousse là-dedans et c'est une terre qui est très, très, très dure. Et par contre, il peut y avoir des moments de chaleur assez hauts. Mais du coup, ça fait partie des déserts froids qui descendent très très bas. Très 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 bas. Et la vallée de la mort, elle, par contre, c'est un désert qui monte très 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 haut et c'est l'endroit où il y a le moins d'humidité au monde, en théorie, si je dis pas de conneries. Alors qu'elle est moins 80 mètres sous la surface de l'océan. Oui. C'est con, mais c'est plus profond que l'océan. C'est en plein milieu des terres, mais c'est plus profond que l'océan. Et pour y être allé, je peux vous assurer que c'est un endroit qui est sec, ça, maman. J'ai été en avril, il faisait déjà 40 degrés, tranquille. C'est simple, 15 minutes passées dans la vallée de la mort à aller se perdre un petit peu au niveau du sable et s'éloigner un petit peu de la route et des bus, ils ont déjà retrouvé les touristes morts. 15 minutes hors du bus. Voilà. De dessèchement, parce qu'ils sont parvenus à temps. C'est pour ça qu'on ne fait pas des grands arrêts dans cet endroit du monde et qu'en été, c'est un endroit qui est vraiment à éviter. C'est peut-être touristique de ouf, mais c'est un endroit à éviter parce que là, pour le coup, la température monte très 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 haut. Et la nuit, ça gèle sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est pour les zones bien boostées de la Terre. Ça craint un peu. Nous, non, c'est pas le cas. Là, ça va. Normalement, il n'y a pas trop de soucis sur Jahil en termes de différence de température. Et ça se répercute sur les organismes. Mais justement, en termes de création en tant que telle, parce que le but est aussi de vous éclairer sur quelques petits points de création, etc. Oui. Si, justement, vous créez votre univers, que ce soit, encore une fois, pour un roman, pour un JDR, pour n'importe quoi, en fait, c'est des choses que vous devez, en fait, avoir tout le temps en tête. Pas de vous dire, ok, je fais comme dans le réel, mais si vous mettez des règles qui sont proches de celles du réel, donc par exemple une certaine gravité, un certain système climatique donc qui repose sur une évaporation, des précipitations, un soleil, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas complètement sur un autre modèle, parce que si vous êtes complètement sur un autre modèle, imaginons, vous inventez un peu à la manière de certains univers que en fait le soleil c'est juste une déchirure dans l'espace-temps et que en fait c'est juste une boule lumineuse qui se trouve de l'autre côté, mais c'est pas ça qui est responsable de la chaleur de votre planète. Et que même le concept de chaleur n'existe pas, et que les créatures qui sont à la surface n'ont pas besoin de chaleur, parce qu'en fait ça n'existe pas. Voilà. Hormis ce cas-là, en fait, et même dans ce cas-là, de toute façon, vous aurez d'autres points d'attention à avoir, mais hormis dans ce cas-là, falloir que vous respectiez des choses comme ça, et que vous vous disiez...
ok, donc je fous mon truc proche d'un océan, donc du coup, mes températures vont avoir moins d'amplitude que 500 km plus loin dans les terres, alors qu'on est à 500 km des côtes. C'est aussi de vous dire, ah bah ok, si on est proche des côtes, on va avoir des précipitations, mais on va pas en avoir non plus autant que si jamais on est proche de montagnes qui sont un peu plus au centre. Parce que on aura des nuages qui viendront se frapper contre ces montagnes, une différentielle de température qui va causer des précipitations, et donc du coup des précipitations plus importantes au pied de ces montagnes-là que dans votre désert que vous aurez posé juste à côté, et que sur vos côtes qui certes se prennent un petit peu de précipitations à cause d'une différentielle quand même de température, mais pas aussi importante que celle au niveau de vos montagnes. Et puis même, de manière plus générale, c'est le genre de points qui peuvent vite soulever des incohérences. J'y pense maintenant, mais baladez-vous, vous avez tous certainement joué à Skyrim déjà, baladez-vous sur la côte au nord de Skyrim et demandez-vous pourquoi je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais pas beaucoup vu que ça se traverse à pied. Comment est-ce que en si peu de kilomètres, on passe d'une zone de banquise, de glace et de terre complètement gelée de partout à une zone comme Solitude qui est tout à fait verte et sans aucun glaçon sur la mer. Alors que c'est la même mer, c'est la même côte, c'est la même ligne tout en haut du paysage. Vous voyez ? Et c'est un truc où on peut se dire, ah c'est marrant, dans Skyrim, un coup on passe de la glace sur la verdure. On peut se dire, oui, c'est un jeu vidéo, excuse, machin, faut que ce soit traversable à pas humain, sinon ça devient n'importe quoi. Oui, évidemment, il y a plein d'excuses. Mais dites-vous que dans un JDR ou dans un univers que vous créez, c'est peut-être une question qui va se poser aussi. Tiens, c'est marrant, t'as posé un désert en plein milieu, il y a un endroit, le désert, il est près de la mer, et ça fait des plages paradisiaques, sauf que 100 km plus haut, c'est la banquise. Tu m'expliques ? Pourquoi en 100 km, il y a une différence qui fait qu'on passe de la banquise à un désert ? Et voilà. Et c'est pas Minecraft le monde, on passe pas du désert à la glace comme ça. C'est d'ailleurs la raison principale qui m'a fait rework pour la première fois la map en tant que telle que j'avais faite. Parce que la toute première map, il y avait quand même une superposition de un marais au sud, un désert un petit peu à l'est, et des prairies, des steppes, etc. au nord. Et en fait, les distances étaient ridicules en comparaison de ce qu'elles sont maintenant. Et dans le sens qu'on pouvait rallier les choses en quelques jours de marche. Voilà. Mais sauf qu'en fait, physiquement, rien ne pouvait justifier que, en si peu d'espace, justement comme tu viens de l'expliquer, on ait une transition brutale d'un état à l'autre. Alors que si vous démultipliez vos distances par des facteurs énormes, là, c'est suffisant pour justifier des microclimats, des engouffrements dans des vallées de certains vents qui vont du coup amener des précipitations à un endroit et faire d'une zone une zone extrêmement humide, alors que derrière ces montagnes-là, ça va être très sec. Des zones qui vont servir de barrière climatique et des zones qui au contraire vont servir de tampons, etc. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir quand vous créez votre map, quand vous créez votre monde. Et regardez notre planète, regardez rien que dans l'endroit où on vit, rien que l'Europe. L'Europe, il y a un différentiel d'endroits, qu'en France, entre les endroits secs, les endroits humides, les endroits montagneux, les endroits de plaine. La France, c'est le pays certainement au monde qui a le plus de variations en peu de kilomètres en termes de paysage, de type de terrain. On a tous les climats en France et on a des terrains qui sont des montagnes, de la haute montagne enneigée, avec des plaines qui sont hyper chaudes et des endroits de mer, où c'est vraiment la mer quoi. Et pareil, traverser juste la Méditerranée qui au final n'est pas si grande que ça, et on arrive sur l'Afrique, qui est un pays avec le Sahara, enfin qui est un continent pardon, avec le Sahara qui est juste à côté. Tu vas nous attirer des problèmes là, tu le sais. Oui, non, en fait je disais pays parce que je pensais à, en même temps j'avais l'image de l'Algérie, l'Algérie et du Maroc qui ont un pied dans le Sahara et en même temps un pied dans la mer, et dans le cas du Maroc c'est encore plus parlant, un pied dans la mer à 15 km de l'Europe. Mais justement, quand je vous dis démultiplier vos distances, je ne dis pas non plus mettez des facteurs 1000 à tout, mais je vous dis juste en gros, ne faites pas en sorte que sur 3 km, vous avez un passage d'une banquise à un désert. Non, ça c'est quelque chose qui ne marchera pas en fait.
tout simplement. Regardez, c'est simple. Prenez la banquise, enfin l'endroit ultra frais le plus proche en Europe. On va commencer à arriver sur Norvège, Finlande, etc. Ça, c'est les endroits vraiment très frais où c'est de la glace un peu partout, quoi. Et descendez jusqu'à l'endroit désertique le plus proche, c'est le Sahara. Faites une distance, regardez. À vue de nez, je dirais 4000 km, 5000 peut-être 5000, ouais, je dirais. Ouais, bon, 5000 km. Voilà. 5000 km pour passer de la glace au désert. Voilà. Dans la configuration terrestre. Et ceci, voilà, est dû à la... c'est là que je vais pouvoir caler mon beau mot, la rotondité de la Terre. Rotondité, qui Voilà. utilise rotondité. Bah moi je l'utilise. Du coup en fait c'est-à-dire que votre Terre elle est pseudo-sphérique. Dans le sens que bah, vous avez votre Sahara et tout qui est le plus proche du Soleil, qui se prend la plus grosse insolation, qui se prend le plus grand nombre de radiations par mètre carré. Et à l'inverse, vous avez vos zones polaires qui se prennent le plus bas taux de radiation par mètre carré. Et justement, si vous regardez l'univers qui contient Andaria, c'est pas un critère. Et justement, c'est contre ça que j'ai dû énormément me battre quand j'ai voulu justifier les biotopes des différentes zones. C'est que j'avais fait en sorte que il y ait une variation de 2-3 degrés d'amplitude, alors qu'on est sur un 45 degrés dans le cadre de la Terre entre les deux endroits qu'on a cités juste avant. Il y a un moment, on se prend globalement la même insolation partout en Andaria, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je dis bien que en Andaria, je ne parle pas des autres continents. Les autres continents, c'est une autre histoire. Il y en a qui se prennent pas d'insolation du tout. Mais, toujours est-il que, du coup, le soleil n'est pas une justification suffisante pour dire, ok, mes différences de température, c'est ça, mes différences climatiques, c'est ça, etc. Et justement, le jeu sur lequel j'ai travaillé au niveau Andaria, c'est que j'ai mis cette bouche, qui est ce vortex, cette gueule de Nacronos, qui, même s'il agit sur l'eau, quand on agit sur l'eau, généralement, on agit aussi sur l'air, parce que les deux, en fait, sont assez liés. Les vagues et le vent ont des liens extrêmes, et là, je ne parle pas que dans cet univers-là, je parle aussi chez nous, hein. Voilà, sans vent, on n'a pas de vagues, ou l'inverse, je ne me souviens plus exactement, mais toujours est-il que les deux sont intrinsèquement liés. Et là, c'est la même chose, en gros. Ce vortex, du coup, est lié au vent, et les vents, eux, sont liés à... on va dessécher une zone, ou alors, au contraire, si le vent est chargé d'eau, on va juste la rendre plus humide. Et c'est ça qui génère toute une partie des climats, au niveau de toute la grande zone autour du vortex. Et ensuite, les climats qui sont un peu plus loin, un peu plus éloignés, découlent des climats les plus proches. C'est bien dit. Voilà. Du coup, est-ce que alors au niveau climat, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il me semble avoir adopté pas mal de bons trucs. Peut-être attaquer une partie plus végétation, environnement, etc. On peut. On peut. On se fait une petite pause ou... C'est comme tu veux. Bah écoute, moi j'ai entendu mon chat miauler de ouf, donc je ferai bien une petite pause histoire de voir ce qu'il en est s'il veut pas sortir. Très bien. Je l'ai rencontré tout à l'heure, je fais ça en 5 minutes et puis je reviens. Ok. Ce qu'on peut... Tu peux peut-être couper ou faire un truc autrement. Je sais Tu pas. fais comme tu veux. Non, j'hésitais en gros si on faisait une petite outro pour cette VOD là et qu'on splittait en plusieurs VOD, tu vois. Parce que là, ça fait déjà 50 minutes. Bah oui, je sais que ça fait fat. Moi, je me demandais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se la fait en mode. Comment dire? Coupure un peu sauvage? Tu sais, sans outro directement, mais comme si on splittait un live de 3 heures, tu vois. Est-ce qu'on fait un peu des coupures sauvages avec une outro générale un peu basique, type retrouver la suite dans la prochaine partie qui sortira je sais pas, enfin, tu vois. Ouais, moi je pensais globalement faire ça, hein, là pour l'outro, hein. Je pensais pas faire une grosse outro et tout, c'était juste en mode, on dit, bon bah voilà, bon. On a déjà abordé pas mal de points du coup, mais on n'a clairement pas terminé. Et donc du coup, nous, on va continuer instantanément, mais pour vous, ce sera un peu plus tard. La date va s'afficher ici, voilà, et vous aurez donc ainsi la magnifique date de sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne voulez pas le manquer. Et on vous dit à très bientôt pour
une prochaine vidéo. Salut!